Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour cet Elevator Pitch. On va démarrer assez rapidement parce qu'après, donc en fin d'Elevator Pitch, il y aura aussi la keynote à retrouver, la keynote de Tetris à 18h. Donc on démarre tout de suite avec Sequence Security, qui est une startup spécialisée dans la protection des API et des applications web contre la fraude applicative et la perte de données causée par les attaques de robots et l'exploitation des vulnérabilités. On commence tout de suite avec Monsieur Cornelou, Regional Sales Manager Southern Europe de Sequence Security. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci pour cette introduction. Donc, je sais que le temps est limité, donc je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, Sequence aujourd'hui est une société américaine. Donc, nous avons été créés il y a maintenant 6 ans. Notre siège social est aux États-Unis à Sunnyvale, donc en plein Silicon Valley. Et nous avons été en fait créés par deux anciens, on va dire, responsables produits de Symantec, eux-mêmes déjà dans tout ce qui était bot management. Donc en fait, l'ADN de la société qui aujourd'hui dicte en fait la stratégie de la société a été donc insufflé par ces deux personnes qui sont toujours au bord de la société. Donc la plateforme aujourd'hui, elle est active, elle fonctionne, elle couvre tout un ensemble de gros clients qui sont listés plus bas. Donc on retrouve des institutions, on va dire, de tout type, qu'elles soient financières, qu'elles soient de type donc, comme American Express, de type réseaux sociaux, Tinder, tout le monde en a peut-être entendu parler, des sociétés comme Estée Lauder, comme Bath Body Works aux États-Unis ou comme Victoria's Secret, qui sont nos clients au niveau mondial. Plus récemment, JD Sports est une société que vous connaissez certainement si vous fréquentez les centres commerciaux. Donc fournissent effectivement, vendent des outils, des produits relativement à la mode, type chaussures de sport ou autres. Donc des produits pour lesquels il y a aujourd'hui une forte demande. Donc tous ces clients aujourd'hui qui font confiance à Sequence sont des références avec lesquelles éventuellement on pourra discuter. Donc on est présent donc, dans tous les secteurs qui sont donc, dont ceux que je viens d'énumérer. On est aujourd'hui présent dans le Gartner App Security Hype Cycle, je vais y arriver, à la fois pour la partie sécurité des API, à la fois pour la partie gestion des bots. On est aussi présent de manière beaucoup plus facile pour vous dans le Gartner Peer Insight, qui est en fait un recueil de retour client sur l'usage des produits, sur la qualité des équipes, sur la qualité des services. Et je vous invite à aller sur ce site-là pour effectivement noter l'excellente notation qui nous a été faite par nos clients, puisqu'on est à 100% de taux de recommandation, ce qui nous situe en fait en numéro 1. Donc une très très belle reconnaissance de la part de nos clients. Donc comme on l'a vu en introduction, Sequence, c'est une nouvelle philosophie en termes de gestion des attaques, en termes de gestion de sécurité pour vos sites web. On part d'un modèle en fait relativement on va dire connu, basé autour d'API, basé autour de SDK, basé autour de développement spécifique. La volonté de Sequence a été de s'affranchir de ce type de développement pour assurer une plus grande pérennité, une plus grande flexibilité dans vos déploiements. Le produit aujourd'hui est décliné en fait donc en mode SaaS, on y reviendra, mais intègre deux modules essentiels, l'un basé sur de l'antifraude et sur la gestion des attaques menées par des bots malveillants. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On protège en fait à la fois les sites mobiles, à la fois les sites web et vos API, et ce, sans avoir besoin de développement spécifique. Et ça, c'est très important en termes de coûts, le développement, la maintenance de tous ces développements au travers de SDK, au travers de JavaScript, peut coûter très cher à une société. Et aujourd'hui, nul besoin pour utiliser Sequence d'avoir ce type de contraintes. Le deuxième module, en fait, c'est la partie API Sentinel, qui va être là, en fait, pour présenter, pour analyser le niveau de risque qui est en fait le risque de vos API, auxquels sont exposés vos API. On va parler par exemple d'exfiltration de données, d'élévation de privilèges, qui sont des menaces, on va dire, relativement courantes sur ce type d'API.
Et l'objectif en fait de la plateforme sera effectivement de vous affranchir de tout cela. L'autre objectif va être effectivement de faire un inventaire de vos API. Alors celles que vous voyez, celles que vous ne voyez pas, des fois on a des surprises, et de pouvoir effectivement derrière noter, scorer, mettre un niveau de risque correspondant en fait à l'usage de ces API. Donc ça c'est vraiment très important. Donc quels sont aujourd'hui les gros différenciateurs de la solution ? Je vais en citer quelques-uns. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, aucune intégration applicative nécessaire. Donc en termes de facilité de déploiement, en termes de mise en place de la solution, on est relativement serein. C'est quelque chose aujourd'hui qui peut être mis en production de manière très rapide. Et ça, c'est le point numéro 2, déploiement simplifié. La plateforme, en fait, on est là aussi souple en termes de capacité de déploiement, puisqu'on offre un modèle SaaS, un modèle hybride ou un modèle on-prem. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le modèle que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise, on est flexible et on vous offre effectivement plusieurs possibilités de déploiement. Comme je le disais tout à l'heure, nous intégrons donc en standard en fait toute la partie protection API, web, site web et site mobile, sans avoir là aussi à redévelopper quoi que ce soit au niveau des applications mobiles. C'est important, un déploiement ça coûte cher, ça génère de l'insatisfaction au niveau du client qui doit télécharger, ça peut générer des faux positifs ou des faux négatifs lorsque effectivement de l'autre côté les applications sont mal développées et donc en fait non reconnues par les moteurs actuels. On couvre l'ensemble du référentiel OWASP 10. On intègre, et ça c'est très important, différents modèles de blocage, à la fois pour leurrer le bot, pour faire en sorte que le bot en fait aille faire son effet malfaisant chez d'autres, mais aussi des fois renvoyer des réponses, des leurres, des seuils ou des notifications permettant effectivement de casser le business model du bot. Pour ce faire, on utilise en fait un moteur d'intelligence artificielle et de machine learning basé sur du contextuel et du comportemental. On sera capable sur un bot en fait de faire du fingerprinting, s'assurer que le bot en question, savoir différencier un bon d'un mauvais bot. On est natif, intégrable avec la majorité des SIEM du marché. Donc aujourd'hui, on sait s'intégrer dans une architecture existante chez n'importe quel de nos clients si ceux-ci utilisent en fait des SIEM, on va dire, standards. Et de par l'intelligence du produit, de par effectivement la manière dont il a été conçu et de par les services que l'on propose autour de la plateforme, on pourra vous les présenter si vous venez nous voir tout à l'heure dans l'espace startup, des performances de l'ordre de 10 à 100 fois meilleures en termes de pertinence, en termes de rapidité par rapport aux plateformes de la concurrence. J'en ai terminé. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Corneloup. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle ? On passe aux questions, à la phase de questions-réponses. Donc on a 2 minutes pour ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant pour pouvoir les poser suite au pitch que vous venez d'entendre. Donc on est capable aussi de faire des démonstrations à côté. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Prêt. D'accord. Donc pas de questions. On va enchaîner tout de suite du coup avec Git Guardian. On va enchaîner tout de suite avec Git Guardian qui permet d'automatiser la détection de secrets pour prévenir les pertes de données et sécuriser les applications. J'accueille donc maintenant Guillaume Charpia, Sales Director France, à me rejoindre sur scène. Bien sûr. Super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle fuite de secrets dans le code source. Donc par secret, qu'est-ce qu'on entend ? On parle de clés d'API, de mots de passe de base de données, de certificats, clés RSA. Globalement, tout ce qui permet à 2 applications de s'authentifier programmatiquement. La fuite de secrets dans le code source est en train de devenir une problématique systémique dans l'industrie du logiciel, puisque le volume de secrets en circulation augmente de jour en jour. Globalement, toutes vos entreprises sont en train de migrer vers le cloud, d'apaiser leur système, adopter des microservices. Donc vos développeurs, pour interconnecter ces différentes applications, manipulent des secrets. Les développeurs sont des humains, les développeurs font des erreurs, les développeurs écrivent les secrets en dur, en clair dans votre code source.
Le deuxième point qui complique la tâche, c'est que le code source est un asset liquide. Il a vocation à être dupliqué, forqué, cloné, donc il va être un peu partout dans votre entreprise. On peut penser bien évidemment à votre GitLab ou votre GitHub interne, les instances de backup, ça va transiter par vos équipements réseau et bien évidemment sur les stations de travail de vos devs. Donc nous, on monitore GitHub public depuis 4 ans maintenant. C'était la partie émergée de l'iceberg. On a accès aux datasets. Donc on a des stats très intéressantes. On voit qu'il y a plus de 5000 secrets par jour qui sont leakés sur la plateforme, dont 85% dans des répertoires perso publics de vos devs, donc en dehors de votre contrôle. Bien évidemment, les acteurs malveillants s'en sont rendus compte il y a très longtemps. Et nous, on s'est amusé à faire des expériences, à leaker des clés Amazon, des clés SSH, nous ou des universités, des chercheurs en sécurité indépendants. Et on voit qu'en moyenne, en moins d'une minute, ces endpoints sont appelés par des IP qui viennent d'un peu partout. Vous connaissez les origines géographiques des acteurs malveillants. Donc il y a 2 surfaces d'attaque à avoir en tête. La première, c'est GitHub public. GitHub, c'est le leader mondial incontesté du partage de code open source. 60 millions de devs sur la plateforme. Donc toutes vos entreprises, qu'elles aient une présence officielle sur GitHub ou non, est exposé à GitHub. Tous vos devs utilisent GitHub au quotidien pour trouver un module Terraform, un script Python, un module Ansible. Voilà, j'en passe. Ils s'amusent aussi le week-end à faire des labs Kubernetes ou des choses comme ça sur la plateforme. Donc nous, sur 1 milliard de commits, on a détecté 2 millions de secrets. Ça fait une moyenne à 5000, j'en ai déjà mentionné. 90% c'est de la fuite non intentionnelle. Et je le disais, la grande majorité des secrets sont fuités sur des répertoires publics perso. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le code interne, c'est tout autant un problème. Vous pourriez me dire, attendez, mon GitLab, il est dans un réseau privé, il n'est pas accessible de l'extérieur. Ben non, on a vu plein d'attaques ces derniers mois et ces dernières années où finalement un acteur externe met la main sur votre répertoire interne. Donc ça peut être un phishing à un de vos devs, ça peut être un des composants middleware du GitLab ou du Bitbucket qui a lui-même une faille et finalement on peut rentrer dedans, accéder à la base de données. Des problèmes de flow, de sign-up, où quelqu'un avec un Gmail arrive quand même à créer un compte dans votre GitLab qui est exposé à Internet. Donc il y a une multitude de façons de rentrer dans votre code source. Donc face à ça, comment vous pouvez réduire le risque? Il faut automatiser la détection de secrets dans votre code source. Les approches type pentest ou revue de code ne marchent pas. Il y a beaucoup trop de code, beaucoup trop de lignes. Et en plus, en général, on se focalise sur la version qui a vocation à être déployée en prod, alors qu'en fait, les secrets, l'écrasante majorité, sont dans des branches de dev ou dans le Git history, donc dans du code qui finira jamais en production. Donc il faut un scope de détection large. Nous, on a plus de 300 détecteurs dans vos entreprises. Regardez dans vos Okta, dans vos Active Directory. Il y a des centaines et des centaines de providers tiers. Donc il faut un moteur de détection qui va couvrir toute leur structure de clés. Il faut un haut niveau de précision. Les moteurs de détection de première génération, qui venaient du monde de l'open source, Trufflehawk, Gitlix, il y avait 80 à 90% de faux positifs. C'est ingérable pour vos équipes. Nous, aujourd'hui, on est capable de prouver qu'on a 80 à 90% de vrais positifs sur notre moteur de détection. Ensuite, il faut s'intégrer à la fois dans les workflows de vos équipes de sécurité, évidemment les SIEM, mais surtout dans les workflows de vos équipes de dev. Donc il va falloir envoyer des tickets dans du Jira, il va falloir leur donner de l'information dans leur front-end GitHub. Il faut être dans leur CLI, dans l'espace de travail, avant même qu'ils envoient le code vers les instances centralisées. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il y a un vrai partage de responsabilités. On parle de shared responsibility model dans des logiques de sécurité applicative. L'équipe de sécurité fixe le cadre, met en place les automatismes. Les devs font les réponses aux incidents de niveau 1, niveau 2. Et finalement, l'équipe de sécu ne doit intervenir que dans les cas les plus complexes où il faut coordonner des réponses entre le dev, l'équipe CloudOps, la compliance, etc. Donc bien évidemment, on est disponible sur le stand. On peut faire plein de choses intéressantes. Regardez qu'est-ce qu'on trouve comme secret lié à votre entreprise sur GitHub. On peut faire des démos avec là des données de test sur la partie interne. Et dans les types de POC, nous, on est tout à fait ouvert à scanner votre code source pour vous aider à quantifier votre niveau d'exposition réel à ce risque. Voilà, c'est tout pour moi. Pareil, donc on va faire la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser dès maintenant. Donc c'est 2 minutes de questions, donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Est-ce que vous avez regardé les codes qui leak, par exemple, des fois sur Internet, pour savoir ce qu'il peut y avoir dedans? Alors oui, tout à fait. Il y a eu le hack Twitch cette semaine qui a fait pas mal de bruit. Et il y a à la fois des données utilisateurs, mais surtout la totalité du code source de la boîte qui est sortie. Donc là, on l'a scanné. On est en train de faire un blog post qui va sortir la semaine dernière. Bon, le hack s'est produit il y a 3 jours.
Mais ouais, on a clairement trouvé des secrets dans ce code source. On peut penser à la faille CodeCov aussi, CodeCov qui est un outil de code quality qui s'est lui-même... Enfin, CodeCov a leaké un secret dans une des images Docker qu'ils mettent à la disposition de leur communauté. Un acteur l'a trouvé, est rentré dans l'infra CodeCov. Vu que CodeCov est un outil qui est installé dans la chaîne de CI/CD de plus de 3000 clients, il avait accès à des variables d'environnement, donc il a récupéré des secrets dans tous les sens. Donc on voit les ramifications de tous les prestataires tiers qui sont plugués à vos VCS, etc., etc. Donc il faut que le code ne comporte pas de secret, c'est tout. Question, j'avais vu à l'époque la solution F5 qui faisait de la réécriture de code à la volée. Est-ce que ça vient mitiger un peu le... Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent en rendez-vous de est-ce que vous pourriez faire de la révocation automatique? Sauf que moi, j'ai pas le contexte. Je vois une clé, je vois un pattern, je sais que c'est une clé AWS. Je sais pas si c'est un environnement de dev, si c'est un environnement de prod, et je sais pas si elle est fuitée ailleurs et appelée pour faire fonctionner la production. Donc faire de la révocation à la volée, moi je suis prêt à le faire, mais j'ai pas trouvé le client qui était prêt à le faire encore. On peut lancer un POC, hein, mais je... En termes de scoping, donc c'est GitHub. Alors ouais, sur le public, c'est github.com, parce qu'ils ont 95% des parts de marché, donc ça vaut pas le coup que j'investisse pour faire la R&D gitlab.com, etc. Par contre, sur le privé, on sait que le marché est plus fragmenté, donc je suis compatible GitHub Enterprise, github.com, GitLab Enterprise et Community Edition on-prem, gitlab.com et Bitbucket Data Center Edition, jusqu'au jour où nos amis d'Atlassian vont le mettre à la retraite, ce qui devra arriver incessamment sous peu. Mais voilà, et je fais que du Git, donc tout ce qui est Perforce, SVN, on ne fait pas. Et vraisemblablement, là, j'ai beaucoup de demandes, on devrait sortir Azure DevOps l'année prochaine. Mais pour l'instant, on peut faire des hacks, on peut mirorer des repos Azure DevOps vers un GitLab ou vers un GitHub. Enfin, il y a des trucs, il y a un peu de boulot, mais ça se fait quand même pas trop. La différence avec GitLab Secret Detection, est-ce qu'on doit situer? Ouais, alors GitLab Secret Detection, c'est pas compliqué. Ils ont recruté le maintainer du projet GitLeaks. Donc c'est du GitLeaks rebrandé qu'ils ont mis dans leur offre, je sais plus comment elle s'appelle, enfin le niveau de sécu le plus élevé chez GitLab. La principale différence, c'est sur la largesse du moteur de détection. Je crois qu'ils sont à 40 types de clés, on est à plus de 300. Ensuite, nous, on a un gros focus sur tenir la main du dev dans la rémédiation. Donc nous, on a énormément investi dans l'aide à la rémédiation, eux où ils sont plus, à ce jour, hein, j'imagine qu'ils vont améliorer la plateforme, mais plus dans la levée d'alerte. Il y a également, nous, on a des gros points de force sur, par exemple, je peux faire un call au endpoint du provider pour vérifier que la clé elle est valide. Donc on appelle ça des validity checkers. Donc là où eux, c'est juste une regex, je vois une clé AWS, AKIA, nombre de caractères, niveau d'entropie souhaité. Moi, en plus de ça, je fais un call à AWS et je vous dis, cette clé, je suis sûr à 100% qu'elle est valide. Donc il y a plein de petits mécanismes comme ça qui fait qu'on a vraiment un ROI beaucoup plus élevé. On est capable de le démontrer en POC, hein, on n'a pas peur de se frotter à la concurrence. Donc à la fois sur le niveau d'alerte, la qualité des alertes et le coût de remédiation qui sera beaucoup plus faible avec nous, on est tout à prêt à le faire, voilà, sur un jeu à la loyale. Okay. Merci monsieur. Merci beaucoup. On va accueillir tout de suite une start-up à Rennes, Glimpse, qui développe tout simplement des solutions de sécurité informatique basées sur une nouvelle technologie de l'intelligence artificielle, la conceptualisation de code. Cette technologie permet de détecter, caractériser et analyser rapidement les menaces et leurs variantes. J'accueille tout de suite Frédéric Grelot, directeur de recherche. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence ici. Donc, je m'appelle Frédéric Grelot, je suis un des 4 cofondateurs de Glimpse et directeur de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que Glimpse? Finalement, il y a quelqu'un qui en parle très bien pour nous, c'est Florence Parly, qu'on a rencontré à plusieurs reprises. Et pour elle, Glimpse, c'est le meilleur de l'innovation au service de la défense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot innovation, notamment? Il y a à la base de Glimpse une technologie qu'on a mise au point, qu'on appelait la conceptualisation de code. Alors, qu'est-ce que c'est que la conceptualisation de code? Si je prends cet exemple, si vous voyez, typiquement sur cette slide, vous voyez le logo de Glimpse, donc notre nouveau logo, dont on est très fiers. On a publié notre nouvelle charte graphique cette semaine, justement. Et quand votre cerveau voit cette image-là, à quoi est-ce qu'il pense? Alors, il reconnaît probablement le G de Glimpse,
il image probablement le concept d'un soldat, un peu type soldat spartiate, etc. Parce que justement, votre cerveau, il a une capacité de conceptualisation. À partir d'une entrée relativement abstraite, il va en dégager un concept, travailler dessus, le mémoriser potentiellement. Et si demain, je vous demande qu'est-ce que le logo de Glimpse, vous allez me dire, bah, c'est un G qui fait penser un peu à un soldat spartiate. Donc, il s'est passé quelque chose ces dernières années, il y a quelques années maintenant même, c'est une révolution, c'est ce qu'on appelle le deep learning. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est que le deep learning? C'est justement ça, c'est la possibilité d'écrire des algorithmes informatiques dotés de cette fameuse capacité de conceptualisation. Donc qu'est-ce qu'on a fait chez Glimpse? On a développé un algorithme de deep learning à qui on a appris non pas à lire des logos d'entreprise évidemment, mais à lire du code informatique, à le comprendre, à le visualiser quelque part, à le conceptualiser. Et ainsi notre algorithme va pouvoir travailler sur ce que nous on appelle des concept codes, qui sont les concepts associés au code informatique, les analyser, les comparer, etc. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec cette technologie finalement? Parce que c'est pas tout d'avoir un cœur technologique, il faut aussi le rendre extrêmement utilisable. On en a fait 2 produits. Premier produit, Glimpse Malware, c'est un outil de détection, analyse et caractérisation de malware. Les 3 mots sont importants. Détection, vous lui donnez un fichier, vous dites est-ce que c'est un malware ou pas. Analyse, il va vous dire pourquoi, il va vous donner des éléments, qu'est-ce qu'il peut faire ce malware, etc. Comment est-ce qu'il va falloir réagir face à ce malware. Et caractérisation, là c'est vraiment finalement à quoi est-ce qu'on peut le rapprocher. Est-ce qu'on peut le raccrocher à un groupe d'attaquants, un APT? Est-ce que ça va être un ransomware, etc. Ce sont vraiment les 3 objectifs de Glimpse Malware. L'autre produit, Glimpse Audit, c'est quelque part le produit dont nous, les 4 cofondateurs de Glimpse, on aurait rêvé de disposer dans nos fonctions précédentes. On faisait du reverse engineering, donc de l'analyse de code assembleur. Et Glimpse Audit, finalement, vous lui passez un fichier de code informatique. Il va vous identifier tous les concepts code, justement, avec ce principe de conceptualisation, et vous dire, voilà, ça, c'est le concept code associé à tel algorithme de chiffrement AES. Ça, c'est le concept code qui va faire du XML, etc. etc. C'est vraiment l'outil qu'on aurait rêvé d'avoir. Alors, à moins que vous travailliez tous les jours dans l'assembleur, je pense que ce qui va peut-être plus vous intéresser ici, ça va être Glimpse Malware, sur lequel je vais du coup revenir en détail, mais n'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Glimpse Audit. Glimpse Malware, comme je le disais tout à l'heure, il a effectivement cette fonction de détection. Donc comment est-ce qu'on le positionne aujourd'hui, Glimpse Malware? Notre slogan, c'est booster l'intelligence de vos lignes de défense. Vous avez aujourd'hui des solutions de messagerie, des solutions de mail, vous avez probablement aussi des solutions de sécurité associées, des endpoints, des sondes, etc. L'objectif de Glimpse Malware, c'est que toutes ces lignes de défense, vous allez les conserver, mais vous allez déléguer, en configurant tout simplement un connecteur vers Glimpse Malware, vous allez déléguer la fonction détection de malware. Lorsque vous allez avoir une pièce jointe de mail, il va passer par Glimpse Malware et on va répondre très rapidement, est-ce qu'il s'agit d'un malware ou pas. Et ça va vous permettre quelque chose de très intéressant, ça va être la réaction immédiate. Le serveur mail va bloquer typiquement le malware. L'EDR va tuer le processus associé, etc. etc. Mais Glimpse Malware, c'est aussi, on dit souvent, un produit de solution. C'est la solution expert de Glimpse Malware. Ça, c'est sur la partie droite. Et là, en fait, vous allez retrouver finalement dans une interface un peu plus fournie, beaucoup plus d'informations à destination de vos experts de SOC, de CERT, qui vont savoir vraiment, finalement, d'accord, on a bloqué quelque chose, sur l'endpoint, il y a un process qui a été tué parce qu'il y a un malware qui a été détecté. Et maintenant, pourquoi? Et donc, c'est là où on va avoir analyse et caractérisation. On va fournir les informations qui vont permettre à l'analyse du SOC ou du CERT de réagir efficacement dans, finalement, la réponse différée, la réponse à incident qu'il va avoir à ce moment-là. On va aussi lui permettre des fonctionnalités de threat hunting liées au data lake de malware qu'on va mettre à sa disposition. Donc, finalement, l'innovation au service de la défense, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qu'on a mise au point, la conceptualisation de code, au service de la défense, de la protection de vos systèmes d'information. Je vous remercie. Du coup, pareil, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Comment vous appelez Glimpse Malware? Comment? Comment vous appelez Glimpse Malware? Au niveau de l'API Quelle est la routine en charge dans tous ces éléments-là d'appeler Glimpse Malware? Alors, Dans chacun de mes process, il faut que j'intègre le fait de dire il faut que j'appelle Glimpse Malware, ou est-ce que vous avez un SDK, un agent
Alors typiquement, on est sur une API REST en fait extrêmement simple, hein. On lui envoie un fichier, on récupère la réponse. Donc dans certains cas, en fait, le client va configurer lui-même parce qu'il est maître de son application. On a nous typiquement un connecteur Office 365 donc, qui nous permet effectivement de s'interfacer. On travaille avec des partenaires aussi, on a annoncé hier l'OpenXDR Platform avec d'autres startups de notre écosystème, justement pour rendre extrêmement interopérables les solutions. On travaille avec des personnes comme Mail in Black par exemple, qui est justement sur l'aspect mail, avec qui on est en train de regarder justement comment est-ce qu'on peut améliorer les capacités de détection. L'objectif pour nous, c'est de rendre extrêmement simple cette partie-là, évidemment. Le cœur du produit de la technologie est dans Glimpse Malware, mais je parlais vraiment tout à l'heure de configuration de connecteurs, donc quelque chose de le plus simple possible. On s'interface aussi avec un certain nombre d'EDR, par exemple, aujourd'hui, où on regarde voilà, quelles sont leurs API, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment quelque part notre travail pour que vous ayez juste en quelques clics, finalement, à faire cette configuration. Typiquement, on a un partenariat avec Soprasteria, pardon. Il l'a intégré dans un SOAR. Ça leur a mis, je dirais, 1 ou 2 heures à configurer le SOAR en question pour être capable d'échanger avec Glimpse Malware. On est vraiment dans des configurations qui sont extrêmement simples, finalement. Office 365, je crois qu'on est de l'ordre d'une demi-heure, 1 heure, finalement, pour configurer l'instance Office 365 du client pour que tous les mails passent par Glimpse Malware pour faire la détection. Alors, on est en analyse statique. Le but étant de répondre rapidement. Je parlais tout à l'heure de réponse immédiate. Dès que vous faites de la sandbox, du dynamique, vous êtes sur 1, 2, 3 minutes. C'est trop tard de réagir sur un EDR. 1, 2, 3 minutes pour une solution mail, ça va être relativement éliminatoire. Donc, on est effectivement sur l'analyse statique, ce qui permet de couvrir quand même déjà énormément de menaces. Il y a des plugins en fait, d'extraction pour tout ce qui est unpacking, etc., pour s'assurer qu'on ait vraiment cherché la menace au sein du fichier qui nous est soumis finalement. C'est une très bonne question. On est justement en train de construire justement des bases de statistiques. On a plus de 10 millions de malware et 10 millions de goodware justement sur lesquels on est en train de travailler. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'ensemble des modules qu'on met à l'intérieur, je parlais de la conceptualisation tout à l'heure, qui a un taux de faux positif très faible, par exemple. On ajoute des antivirus aussi, parce que voilà, ils ont aussi leur propre technologie de détection. Et notre objectif, justement, c'est de faire la bonne couverture entre tous ces modules-là pour éviter justement l'addition des faux positifs. Si vous poussez un fichier quasiment quel qu'il soit sur Virus Total, vous allez avoir potentiellement quelque chose qui va sonner, mais il va falloir regarder combien il y en a, lesquels c'est, etc. L'objectif, nous, ça va être vraiment d'avoir une couverture pertinente finalement des solutions qu'on met à l'intérieur pour éviter l'addition des faux positifs, mais évidemment baisser les faux négatifs en profitant vraiment de toutes les solutions qu'on va mettre à l'intérieur. C'est bon, plus de questions ? Je vous remercie. Merci Frédéric Grelot. On va passer maintenant au premier fournisseur de renseignements sur la cybercriminalité. Intel 471 fournit des renseignements sur les adversaires et les logiciels malveillants aux principales équipes de renseignement de sécurité et de fraude. J'accueille donc maintenant Quentin Beltrando, Cyber Intelligence Solutions, IMEA, chez Intel 471. Merci. On peut faire avec sans masque. Ça va faire ça. Ouais, nickel. Bonjour à tous. Ravi. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Intel 471. Donc, très rapidement, en fait, Intel 471, on est une société qui est en fait américaine. Ce qu'on fait, on est fournisseur en fait de cyberrenseignement. Donc, ce qu'on fait principalement, c'est on aide les entreprises à se préparer au mieux face aux cybermenaces qui deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc, excusez-moi, oui, on est bon. Donc, en fait, nous, notre approche, elle est assez simple. Ce qu'on voyait en fait sur la slide, principalement, en fait, quand on s'est rendu compte en parlant avec les sociétés, c'est que les sociétés qui cherchaient un outil de Deep Dark Web se concentraient essentiellement sur leur périmètre. C'est-à-dire qu'ils vont chercher essentiellement si leur nom était mentionné ou s'il y avait quelconque information qui allait les concerner, sur leur secteur, juste sur leur périmètre interne. Notre approche, à nous, en fait, elle va être beaucoup plus proactive. Ce que ça va requérir, en fait, c'est assez simple, c'est des communications et la technologie. Donc on est présent tant au niveau des acteurs de menaces, en interagissant directement avec eux,
mais également en fait au niveau de la technologie en traquant les outils qu'ils utilisent. Donc c'est-à-dire d'un côté les tactiques techniques et en même temps les outils au niveau des logs, toutes les activités qui incorporent. Donc notre technologie, elle est en fait, elle est automatisée bien sûr, mais elle va collecter en fait dans le cyber underground. Nous, ce qu'on appelle cyber underground, c'est principalement en fait le deep et dark web. La raison pour laquelle on n'aime pas trop dire deep et dark web, c'est pour nous c'est ni profond ni obscur. C'est une espèce de sous-économie totale dans laquelle tout le monde est très organisé, et quand on commence un peu à l'infiltrer, on se rend compte qu'il y a toutes des installations et des infrastructures qui sont très bien mises en place. Donc notre équipe, principalement aujourd'hui j'ai mon collègue Andrew Fond qui est VP au niveau de IMEA. Principalement on vient des forces de l'ordre, des services secrets. Notre CEO qui était présent tout à l'heure, Marc Arena, qui vient des services secrets australiens. La majorité de nos personnes en fait sont des personnes qui viennent des forces de l'ordre, qui sont mis en fait au niveau du privé, et on est présent sur à peu près sur tous les continents. La grande particularité, c'est qu'on a un nombre assez conséquent d'analystes. Le but de ces analystes, en fait, c'est qu'ils soient présents dans les continents qui vont être les plus sensibles. Donc on va être présent sur on est en Amérique du Nord, on est au niveau de l'Amérique du Sud, on est près aussi de la Russie, en Ukraine, on va être... je crois que la seule région qui reste, c'est le Groenland, mais si un jour on demandait, je pense qu'ils iraient quand même. Mais on est présent sur tout. La partie en fait qui va nous définir et nous différencier, c'est cette partie adversary. Adversary, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la partie en fait qui va être directement avec les acteurs. On ne fait pas seulement que regarder dans les forums, on interagit directement avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on va récolter les informations, de gagner leur confiance, intégrer en fait leur groupe, récolter les renseignements. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre tous ces renseignements-là dans une plateforme qu'on appelle la plateforme Titan. Et cette plateforme Titan, en fait, on amène en fait des rapports continuellement, qui sont des spot reports, info reports, tous les sites de reports qui pourraient être en fait qui peuvent être utiles en fait pour vos équipes de sécurité. Et cela aussi avec la partie malware dont je parlais tout à l'heure avec les logs. Donc la seconde particularité qu'on va avoir aussi, c'est que donc on a parlé tout à l'heure de l'acteur, de la technologie, mais notamment au niveau de la vulnérabilité. Donc au lieu de vouloir patcher partout, ce qu'on va regarder, c'est qu'en regardant en fait dans ce qu'on va appeler du coup Deep et Dark Web, on va voir en fait au niveau des vulnérabilités qui sont les plus sensibles. Le but de cela en fait, c'est de pouvoir prioriser en fait le patching, prioriser en fait les vulnérabilités en faisant en fait ce qu'on appelle des CV weaponization, donc des rapports qu'on va mettre en place pour justement aider vos équipes à se préparer au mieux au niveau de ces vulnérabilités, au cas où, dépendant en fait des exploits qui vont être mis en place. Et Credential Intelligence, qui va être en fait au niveau juste de vos informations, que ce soit par exemple sur des personnes sensibles qui font partie de votre organisation, mais aussi sur toutes les informations qui vont transiter et sur lesquelles on peut récupérer des infos. Donc bien entendu, vous vous doutez, on ne peut pas mentionner nos clients, sinon ils pourraient un peu trop, enfin de l'autre côté, pourraient se préparer, mais on est présent à peu près sur tous les secteurs. Majoritairement le secteur gouvernemental, du fait de la défense, vers lequel déjà on était déjà incorporé du fait que tout le monde vienne des forces de l'ordre, mais principalement le gouvernement et ainsi que la finance avec les banques. Donc au niveau des cas d'usage, je veux dire, ils sont assez généraux. La seule chose, c'est que je profitais en fait de cas d'usage. On peut principalement en fait s'incorporer dans tout système de sécurité. Je veux dire, le renseignement aujourd'hui va être clé. Là, si on avait un message à donner réellement en fait au RSSI aujourd'hui, ça serait que tôt ou tard, c'est ce qu'on voit le plus, obligatoirement il va y avoir des attaques. Il y a un moment où il va y avoir une brèche, quelque chose qui va se passer. Le meilleur moyen de s'y préparer, c'est par le renseignement. Le renseignement, ça va être le moteur de tout. Et de repasser de cette approche au lieu d'être réactif et après avoir une approche proactive, on peut se préparer au mieux en fait à se préparer face à des cyberattaques. Merci. Super, on est dans les temps. Ouais. Est-ce que vous auriez du coup des questions pour M. Beltrando? Je ne sais pas si on dit Beltrando, Beltrando. Non, Beltrando. Beltrando. Monsieur Beltrando, est-ce qu'il y aura du coup des questions sur la solution de Intel 471? Pas de questions? Pourquoi 471? C'est une bonne question. Alors, du coup, notre CEO, du coup, qui fait partie du service secret, avait en fait, dans les premiers codes en fait, qu'il a marqués, c'était dans le 471. Et du coup, en fait, quand il a monté sa société
un autre collaborateur qui est aux US, mais Jason Passwaters, et ils travaillaient ensemble en fait à ce niveau-là. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont donné le nom. Mais Intel, donc du coup, oui, pour l'Intel, anciennement, mais 471. J'ai demandé la question plusieurs fois dans la boîte. Aussi, quand je suis arrivé, je me suis dit, cours de 471. Ouais. Non? Ah. Pardon? Ah, alors en fait, le coût, après, pour en voir, si vous venez après au stand là-bas, on pourra vous montrer plus en détail, mais on a plusieurs packages. On va avoir en fait, tout dépend du package. On va avoir un package qui va être argent et un package qui va être gold et platinum. Ce qu'apporte platinum, en fait, c'est assez simple, c'est que en plus de tout cela, bien sûr, si vous avez quelconque question, par exemple, d'approfondir sur des menaces que vous rencontrez sur les rapports, vous voulez plus d'informations sur un acteur de menace ou de choses dans le genre, c'est tout à fait possible de venir vers nous, et nous, à chaque fois, on fait l'enquête. Mais vous avez un collection manager, en fait, dans la partie platinum, qui travaille directement avec vous, qui interagit, qui vous accompagne, en fait, tout le long. C'est assez différent. Après, silver et gold, ça dépend aussi du nombre de licences que vous voulez, etc. Donc enfin, si vous venez au stand, je pourrais plus en parler, mais oui. On n'est pas sur un coût très conséquent. Pour avoir un vocabulaire de maraîcher, on n'est pas sur du... une autre question? Pas d'autres questions? Parfait. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lecondo. On va passer maintenant à une plateforme d'évaluation et de suivi de vos risques de cybersécurité. Finasoft est une solution de management des risques de cybersécurité permettant à votre entreprise d'avoir une vision de ces risques claire et ancrée dans ses enjeux objectifs. Je vous demande d'accueillir Guillaume Aliel, le fondateur. Du coup, c'est moi qui... Ok. Très bien. Donc, bonjour à tous. Généralement, c'est vrai que quand on parle je suis aveuglé par... c'est vrai que quand on parle... Merci. C'est vrai que quand on parle innovation cyber, généralement, ce que ça nous évoque, c'est les solutions dernier cri de lutte contre les ransomware, les malwares, avec toujours beaucoup plus d'intelligence artificielle. Donc toutes ces solutions très sexy. Et puis il y a les solutions beaucoup moins sexy, ça c'est Finasoft. Parce que nous, la guerre, on ne la fait pas aux cybercriminels, aux cyberterroristes, on la fait aux fichiers Excel. Et donc c'est moins sexy, mais si vous êtes RSSI, si vous êtes dans une équipe sécu, vous savez que votre quotidien, c'est aussi, et même beaucoup, les fichiers Excel. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution de gestion centralisée pour la cybersécurité, où pourtant, il y a un gros besoin. Donc c'est là que Finasoft intervient, et vous utilisez vos fichiers Excel, du coup, pour vos analyses de risque, pour vos évaluations fournisseurs, pour vos audits, etc. Et du coup, on assiste à un peu une inflation, que j'ai vécue aussi personnellement, des fichiers Excel dans les départements cyber, à tel point que ça devient contre-productif. C'est-à-dire qu'autant l'analyse de risque, au départ, elle est censée vous donner de la visibilité, impliquer les parties prenantes, permettre de dialoguer avec les métiers et la direction. En fait, on finit par en avoir tellement qu'on passe un temps fou à les retrouver et à essayer de se demander comment on peut consolider pour avoir une vision globale et dialoguer à partir de ça avec les différentes parties prenantes. Donc nous, on veut proposer un logiciel qui permet de se débarrasser des fichiers Excel et de tout centraliser à un seul endroit. La réalisation de vos analyses de risque, c'est une plateforme collaborative où vous pouvez inviter sur chaque analyse de risque les différentes parties prenantes qui vont du coup compléter dessus. Donc vous avez la centralisation, l'automatisation, la génération des indicateurs, le suivi des mesures, des risques, etc. Et tout cela est pour remettre au centre l'implication des parties prenantes, parce que c'est beaucoup plus ergonomique et intuitif de le faire sur notre plateforme que sur des fichiers Excel. Remettre au centre la mémoire de l'entreprise, parce que le paradoxe aussi des fichiers Excel, c'est que à force d'en avoir, on a l'impression de maîtriser l'information, mais en fait on la perd et l'information est beaucoup plus difficile à transmettre. Donc on observe en fait une diminution de la mémoire. Donc nous on remet la mémoire en termes de risque grâce à notre plateforme, et surtout la capacité à dialoguer avec les métiers et les directions avec des indicateurs ancrés dans les enjeux métiers de l'entreprise. Donc voilà, donc sur notre plateforme, vous faites vraiment vos analyses de risque, c'est multiréférentiel, c'est-à-dire que
Vous pouvez faire un coup faire EBIOS CRM, un coup faire Méhari, un coup faire EBIOS 2010. Également faire vos méthodes maison. On a vraiment cette notion de personnaliser, c'est-à-dire que il y a deux cas, soit vous partez de zéro, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure des fichiers Excel et des analyses de risque, auquel cas vous pouvez utiliser notre logiciel comme fondation, partir sur de bonnes bases, on peut vous proposer des types de méthodes, etc. Soit vous avez déjà vos méthodos, et vraiment on personnalise l'espace par rapport au formulaire. Du coup, on peut récupérer vos questions en apportant tout ce que la plateforme peut apporter en termes d'automatisation, d'ergonomie, etc. par rapport à vos questions et méthodos existantes. Vos indicateurs également, on personnalise. Donc on parle vraiment de vos besoins et on vous donne accès à une plateforme. Parce que l'objectif, en fait, c'est que vous ayez... que vous gagnez du temps à utiliser la plateforme et que vous n'ayez pas une montée en compétences à découvrir un nouvel outil, de nouvelles méthodes, etc. Donc diminuer au maximum les changements d'habitude par rapport à ce qui existe et vraiment apporter que du gain de temps et de la plus-value par rapport aux fonctionnalités de la plateforme qui vous permet donc de générer des rapports, de centraliser également tous vos référentiels et bases de connaissances, c'est-à-dire vos échelles, vos typologies de données, les bases de connaissances en termes de liste de mesures, etc. Tout ça que vous allez faire vivre dans le temps également en termes de bases de risques. Faire le suivi des risques et des plans d'action, pouvoir aussi au fur et à mesure changer le statut des actions, avoir un historique de qu'est-ce qui a été modifié sur chaque action, sur chaque risque, etc. etc. Et du coup, les atouts vraiment du service, c'est encore une fois la personnalisation qu'on est capable d'apporter. On part vraiment de vous, vos besoins, de ce que vous avez en fait sur vos plateformes, vous retrouvez vos habitudes et aussi ce que vous voulez voir éventuellement en plus que vous ne pouvez pas faire avec vos systèmes actuels. La simplicité, donc je vous invite si ça vous intéresse à venir nous rencontrer au Startup Corner, vous montrer à quoi ça ressemble. En tout cas, on veut vraiment mettre le paquet sur l'ergonomie, la simplicité d'utilisation, parce que c'est ça qui va faire que les parties prenantes vont s'impliquer aussi. Et aussi, il faut vraiment comprendre que c'est un croisement entre le côté plateforme et le côté service humain. Votre plateforme, il y a un chat, vous avez accès à nos experts en continu. Et de la même façon que vos fichiers Excel, vous pouvez avoir envie de les faire évoluer, vous pouvez avoir envie de faire évoluer le contenu de votre plateforme. Donc, en fait, on prend en charge toutes les évolutions que vous voulez en termes de méthodos, ajout d'un indicateur, etc. On le fait de façon extrêmement rapide. Donc, votre plateforme, on la fait vivre dans le temps. C'est pas juste quelque chose de figé que vous avez à un moment donné et vous êtes bloqué avec. Donc, il y a vraiment cet aspect également humain, accompagnement, pas juste une plateforme figée. Vous pouvez la faire vivre dans le temps et on vous accompagne sur tout ce dont vous avez besoin pour la faire vivre, y compris si vous avez des questions de fond, etc. Vous avez nos experts derrière qui peuvent vous répondre pour vous aider. Et surtout, grâce à ça, vous avez vraiment une vision globale sur vos risques, sur vos avancements, sur vos chantiers, et vous pouvez plus facilement communiquer avec vos directions. Je le sais personnellement, j'ai passé énormément de temps à me demander comment je consolide ces centaines de fichiers Excel pour sortir des indicateurs et communiquer autour de ça. Donc ça part vraiment d'un problème que moi j'ai vécu. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous parle, qui fait écho à un besoin que vous rencontrez, n'hésitez pas à prendre contact et à faire partie de notre super aventure. Vous pouvez nous voir du coup pendant le forum Monaco, pendant les assises sur notre stand. Je serais ravi de vous en montrer plus. Merci Monsieur Aliel. On passe du coup à la session questions-réponses. Y a-t-il des questions pour Monsieur Aliel? Très bien. Bon, n'hésitez pas si vous en avez plus tard. Merci. On va passer du coup à la dernière start-up de cet Elevator Pitch, une fintech française créée en 2016. 6ID accompagne les entreprises dans leur lutte contre la fraude au virement bancaire. J'accueille tout de suite Patrice Boixel, Sales Director. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On ne va pas descendre finalement dans les couches les plus basses avec nous. En fait, 6ID est une fintech française, lyonnaise, qui effectivement travaille principalement avec les directions financières. En fait, notre mission est de lutter contre la fraude au virement bancaire.
donc la fraude au virement bancaire, et de sécuriser les paiements de ces différents créanciers en France et à l'international. On a l'habitude de dire que, effectivement, Coyote, que vous connaissez bien, ou Waze, sont des applications communautaires. En fait, Coyote a créé la première communauté des conducteurs avertis aux dangers de la route. SysID a créé la première communauté des directions financières averties aux dangers de la fraude. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, au démarrage, la société SysID a réuni à peu près une quinzaine de sociétés, des directeurs financiers, des experts comptables, des experts de l'assurance, des trésoriers. On s'est réunis avec eux et on a construit cette plateforme de façon communautaire, de façon collaborative. Et l'objectif étant de lutter à plusieurs contre la fraude. Seul, contre les fraudeurs, on ne peut pas faire grand-chose. Ils sont extrêmement bien organisés. Et donc, on a décidé de réunir effectivement l'ensemble de ces organisations autour d'une pratique, autour d'une plateforme, donc une plateforme SaaS qui peut être aussi consommée sous forme d'API. Et notre métier, il est assez simple finalement sur le papier. On va vérifier deux informations principales. On vérifie un identifiant de société, si on parle de la France, un IBAN, un numéro de TVA intracommunautaire, un numéro de DUNS si on a des numéros plus internationaux. Et puis on va vérifier évidemment un compte bancaire. Là, c'est tout à fait simple, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Une société, on va vérifier qu'elle existe, on va aller consulter des bases de données type juridico-légal, des infos légales par exemple, des credit safe. Pour le compte bancaire, on va aller vérifier ça auprès de Swift, on va vérifier que le format de l'IBAN est bon, qu'il a la bonne structure, qu'il peut recevoir des fonds en euros par exemple, que ce n'est pas un compte de crypto-monnaie, que ce n'est pas un compte d'action. Là, on a bien deux informations. Mais la difficulté de notre métier, c'est de vérifier qu'il y a correspondance entre les deux et que le compte bancaire appartient bien au détenteur du compte. Et ça, sur 30 pays dans le monde. Et ça, c'est la grosse difficulté. Vous entendez parler tous les jours des fraudes au président, du faux fournisseur, de la pénétration des systèmes avec des modifications dans l'infiltration du SI, des modifications des IBAN, soit très en amont dans le portail fournisseur, soit dans le RP comptable, soit au moment le plus crucial, c'est au moment où le trésorier va appuyer sur le bouton et envoyer la demande de paiement à la banque. Notre métier, il intervient ici, en permanence, puisqu'en fait, on intervient sur toute la chaîne Procure-to-Pay, donc en amont, au milieu, en aval. Et on se base sur quoi ? Vous avez bien compris qu'on était une communauté. On se base sur 3 piliers. Le premier pilier, les bases de données mutualisées, où l'ensemble de nos clients vont nous déposer de façon sécurisée, les données sont hachées et salées, leur historique de paiement. Donc on va vérifier finalement leurs habitudes de paiement. Et puis quand par exemple, un L'Oréal va payer un parfumeur à Grasse qui l'aura payé 172 fois sans aucun problème sur le même couple, on va lui délivrer assez facilement, alors évidemment, il y a des algorithmes, il y a de l'intelligence, un score vert. Score vert, c'est certifié, vous pouvez payer, on lui dit pourquoi il peut payer. Parce que la communauté a payé suffisamment de fois ce couple suivant une certaine intensité. Prenons un autre grand client, concurrent de L'Oréal, que je ne peux pas nommer, qui rejoint la communauté. Ce même fournisseur, il ne l'a jamais payé. Pris individuellement, jamais on lui donnerait un score vert, jamais. On lui donnerait un score orange et on irait faire des investigations. Sauf que là, la communauté l'a payé, ce couple, plusieurs fois. Et donc, il va hériter du score vert, il va pouvoir y aller en toute tranquillité. Et on a un assureur derrière. Donc, si on se trompe, de toute façon, son virement, il est remboursé. Deuxième chose, effectivement, la communauté n'a pas payé suffisamment de fois, de façon suffisamment intense, fréquente, ce même couple. On va aller interroger les bases de données partenaires. Et donc là, on va se connecter à un certain nombre de bases de données partenaires qui sont disponibles. En France, il y a un réseau qui s'appelle Cepamel Diamond, qui réunit 108 banques membres, et on peut interroger directement le détenteur du compte et savoir si ce compte bancaire est bien détenu par ce professionnel. Et on ramène le score. Malgré tout, il y a des cas de figure, si on prend la France ou à l'étranger, où on n'a pas toujours l'information. Et donc, on a besoin de faire le dernier kilomètre. Donc, les 2 premières briques en bleu sont tout automatisées, c'est du temps réel. Et puis, la dernière, c'est notre plateau d'experts à Lyon qui vont faire de l'accréditation et de la certification dans les 72 heures.
Donc on va vérifier, on va authentifier la personne morale, la personne physique, on va authentifier le détenteur effectivement de l'IBAN, on va vérifier l'IBAN, on va suivre toutes ces procédures. Tout va être logué dans une blockchain, détenu par nous et par l'assureur, au cas où on ait besoin justement de fournir des informations si on s'était trompé dans le scoring. Et ensuite, on va délivrer ce score. Donc, juste pour... J'ai un message d'erreur. Ouais, voilà. Donc, le principe, vous l'avez vu, il est assez simple. Lorsqu'il y a un IBAN frauduleux qui remonte ou une fraude qui remonte sur la plateforme, tous ceux qui sont liés à ce détenteur de compte, en fait, sont avertis immédiatement. C'est comme Waze. Vous appuyez sur le bouton, mais vous recevez aussi de l'information. Donc tous les membres de la communauté contribuent à enrichir de façon permanente l'ensemble de la communauté. Donc aujourd'hui, on a 1300 clients, 13 000 fournisseurs qui sont venus en plus venir déposer leurs coordonnées pour pouvoir bénéficier effectivement de la communauté, plus des dizaines de millions de transactions tous les jours qui passent sur la plateforme. Et le dernier élément, je suis désolé, il y a un timing qui le fait avancer tout seul. C'est une API REST JSON. On est intégré dans plus d'une vingtaine de solutions en connecteur natif ou en intégration. Je suis désolé, hein, ça met l'ambiance. Mais vous allez retrouver des SAP, SAP Forana, ECC6, les tuiles Fiori. Vous allez retrouver du Ariba ou du FIS Trax. Vous allez retrouver tout un tas effectivement d'outils en amont, donc des e-attestations, en aval du Kiriba par exemple. Mais en fait, l'objectif, c'est que vous consommiez ces contrôles directement dans les interfaces utilisateurs. Voilà. Et que les utilisateurs n'aient pas véritablement à venir chercher de l'information sur cette plateforme. Que ça soit le plus naturel possible. Et donc, 3 scores, vert, orange et rouge. Merci, monsieur. Merci. On est sur la fin, alors je vous demande quand même de rester un peu avec moi. Au cas où, s'il y aurait du coup les dernières questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'attends quand même un petit peu, quelques secondes, on va voir s'il y a une main qui se lève. Mais visiblement, il n'y en aura pas qui se lève. Enfin, pas de main qui se lève. Du coup, je vous remercie pour cette session d'Elevator Pitch. Et comme l'ont si bien dit les intervenants, vous pouvez dans tous les cas les retrouver et leur poser toutes les questions que vous souhaitez leur poser encore aujourd'hui au Corner Startup. Ils y sont encore pendant jusqu'à vendredi soir. Donc au niveau 0, en face des escalators, vous ne pouvez pas les rater. Merci beaucoup.